un masque, oui, d'ailleurs amusante. Oui. Bien sûr. Appuyez sur la baguette magique. Non, mettre des bouts de clous, ça y est. C'est pas top. Enfin, si tu as des questions. Je suis bien sur la page Facebook de santé. De toute façon, on voit le nombre de gens connectés. C'est aussi. Tu vois ce que tu vois. Tu vois le petit 1 à oui, côté de l'œil. d'accord. Ok. Bonsoir et bienvenue dans cette première rencontre Goût de Santé. Alors nous sommes très touchés d'être en votre compagnie ce soir. Peut-être un petit mot pour vous expliquer en quoi consistent ces rencontres. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter régulièrement des personnes impliquées en fait dans la lutte contre l'obésité et les patients opérés. Alors on a beaucoup de chance ce soir parce que nous avons une marraine et un parrain absolument extraordinaires. Alors je vous présente ma marraine de la soirée, Cathy Le Gallo, qui est diététicienne nutritionniste spécialisée depuis plus de 10 ans dans les parcours des patients opérés, donc en chirurgie de l'obésité. Et puis Pat Desmet, notre blogueur belge, notre ami, qui est slivée depuis maintenant 10 mois et qui affiche une perte de poids de 65 kilos. 65 kilos. Donc l'idée ce soir, c'est de vous présenter le parcours sur langue de bois, pour le citer de Pat. Il va nous raconter sa vie et puis nous pourrons également nous appuyer sur Cathy. Et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous vous posez aujourd'hui dans le cadre peut-être de votre parcours préopératoire ou dans le cadre de votre patient opéré. Alors je vais commencer par toi, Pat, je vais me permettre de dire tu, toi aussi Cathy, parce qu'on est Avec entre plaisir. nous ce soir. Raconte-nous ton histoire. Donc tu es slivée depuis 10 mois, où en es-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu? Quels ont été les déclics? Pourquoi as-tu été opérée d'une sleeve? Je pense qu'on se pose tous ces questions aujourd'hui, donc j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton histoire, comment t'en es venue là et ton ressenti aujourd'hui. Je crois qu'en arriver à faire une sleeve, c'est une succession de douleurs psychologiques et de douleurs physiques. Je pense qu'à un moment donné, on se dit qu'on n'en peut plus. Du regard des autres, du regard sur soi-même. Oui, c'est une succession de choses comme ça. Moi, je suis obèse depuis que je suis tout jeune. Faut que je dise j'étais obèse. Depuis tout jeune, mon poids n'a fait qu'augmenter, avec évidemment les yo-yo de tous les régimes possibles et imaginables que ma mère me trouvait dans les magazines, les Montignac et compagnie. Enfin, j'ai absolument tout fait, mais voilà. Je perdais 10 kilos, j'en reprenais 15. Et puis, au bout d'un moment, on dit stop. On dit stop parce qu'on a, en plus de l'obésité, moi j'avais de l'hypertension, j'avais du diabète, j'avais l'apnée du sommeil, j'avais des douleurs absolument partout. Donc voilà, au bout d'un moment, on dit stop et puis on passe le cap et on pousse la porte d'un chirurgien. Bien sûr. Et si on devait résumer ton parcours pré-op, ça t'a pris combien de temps Alors, Cathy, tu me diras si j'ai raison, mais je crois qu'aujourd'hui, quand on est dans le cadre d'un parcours préopératoire, il y a une prise en charge minimum qui doit être de l'ordre de 6 mois avant l'intervention, c'est ça? Oui, donc selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, en fait, le parcours dure minimum 6 mois, mais ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus, en fonction du contexte, des difficultés de la personne, de son profil psychologique, de son état nutritionnel. Donc il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte, mais le minimum c'est effectivement plutôt 6 mois pour les centres qui sont spécialisés dans la prise en charge de l'obésité. Quand Pat nous raconte que le déclic c'est un mal-être qui dure depuis des années, c'est un problème d'image, c'est tout ça, c'est ce que tu ressens toi quand tu rencontres les patients qui justement rentrent dans ce parcours pour se faire opérer? Moi je ressens effectivement une grande souffrance donc intérieure qui s'exprime de différentes façons, donc un mal-être, une estime de soi qui est plutôt basse et
ça peut aller jusqu'à une non-affirmation de soi avec un repli sur soi. Et que l'image de la personne qui souffre d'obésité joviale n'est pas toujours le cas, avec des discriminations qui peuvent être de tous ordres, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, familial, amical, avec effectivement une espèce de rejet de l'obésité, comme si c'était une maladie honteuse ou une maladie... D'ailleurs, beaucoup ne la considèrent pas comme une maladie, alors que c'est effectivement une maladie. L'Organisation mondiale de la santé a bien défini l'obésité comme une maladie depuis plus de 20 ans. D'accord. Donc, je pense que dans le grand public, c'est pas du tout quelque chose qui est reconnu. On met ça plutôt sur le dos de la personne qui mange tout le temps, qui pense tout le temps à ça et qui n'a pas d'activité physique. Et toi, ça t'a fait quoi quand on t'a dit, voilà, moi je vous prends en charge, ok, j'ai compris, vous êtes malade? On m'a pas dit que j'étais malade en fait. J'aurais peut-être bien aimé l'entendre. D'accord. On ne l'a pas dit. Non, on ne l'a pas dit. J'ai poussé la porte d'un chirurgien qu'on m'avait conseillé. J'y allais vraiment à l'aveuglette parce que voilà, je ne savais pas trop ce qui m'attendait, même si j'avais effectué un premier parcours auparavant, mais c'était 10 ans avant, donc j'avais plus trop de souvenirs. Moi, la seule chose que je voulais entendre, c'était un oui. Et voilà, et je l'ai attendu longtemps. Si, vous bypass, mais oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Mais je l'ai attendu longtemps, parce que forcément, on ne reçoit le oui qu'à la fin de tous les examens préopératoires. Pourquoi il est si important ce parcours? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je crois, qui pensent que ce parcours est très long et qui sont très frustrés par ce délai de 6 mois à 12 mois. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si long? Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme un parcours très long? À partir du moment où on prend la décision, on veut que ce soit le lendemain. Oui, bien sûr. Donc forcément, c'est long. Mais d'un autre côté, oui, je l'ai compris. J'ai surtout compris que c'était pour ma propre santé, que c'était une opération quand même importante et délicate et qu'il fallait mettre toutes les chances du côté du chirurgien pour que tout se passe bien. Et donc, quelque part, au plus j'avais des examens, au plus je me sentais rassuré de passer après sur la table d'opération, bizarrement. D'accord. Non, mais je suis une flippette, hein. Moi sur mon blog j'ai toujours dit, moi je suis une flippette, donc il faut me rassurer 2 minutes toutes les 10 minutes. Donc, mais c'est bien, voilà. C'est plutôt bien justement, non, cette longue prise en charge. Oui, parce que je pense que ça porte son nom, le chemin clinique dans le cadre du parcours, que c'est un cheminement personnel, un cheminement aussi médical, paramédical, puisque tous les spécialistes, donc durant le parcours, avec un certain nombre d'examens et d'entretiens, que ce soit avec les psychologues, les diététiciens, les médecins du sommeil, les nutritionnistes, les endocrinologues, le chirurgien également, donc permettent aussi à la personne de se préparer et de réaliser finalement que c'est pas si simple que ça, même s'il n'y a rien de compliqué finalement dans le parcours, mais que c'est un cheminement intérieur, se préparer, réfléchir, se poser des questions, peut-être voir les choses sous des angles différents. Après, effectivement, les examens permettent aussi d'explorer l'aspect médical et que la première des choses, c'est est-ce que la personne peut répondre aux critères d'inclusion, puisqu'il y a des critères bien spécifiques pour bénéficier de la prise en charge chirurgicale et que l'indice de masse corporelle est déjà un indicateur, même si Bien sûr. on peut le contester sur certains points. En tout cas, les indications de la Haute Autorité de Santé sont très claires. C'est 35 avec des comorbidités, donc des maladies associées, que ce soit le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, les problèmes cardiovasculaires, ou à partir de 40 avec ou sans comorbidité. Donc les indications sont clairement définies. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas trop quand on souffre d'obésité être pesé, mais malheureusement c'est une des premières choses que l'on fait, de bien vérifier l'indication. C'est sûr que si l'indication ne peut pas être posée,
c'est pas la peine de faire le parcours, en tout cas de proposer un autre parcours, parce qu'il y a d'autres prises en charge qui sont possibles. La chirurgie n'est pas l'unique chemin et parfois, malheureusement, pour diverses raisons, la personne ne répond pas aux critères. D'accord. Donc, tu réponds aux critères? Je réponds aux C'est critères. parti pour l'aventure. J'avais un IMC de 47, donc oui, je répondais aux critères. Un IMC de 47, des comorbidités associées, Voilà. diabète, cholestérol. Diabète, cholestérol, hypertension, apnée du D'accord. sommeil, des D'accord. douleurs Articulaire à toutes terrible. les articulations, 161 kg et 47,3 de mémoire. D'accord. IMC. Donc on pouvait dire que j'étais un beau bébé qui pouvait se faire opérer. Ok. Donc, tu pars pour l'aventure. Hop. Tu te fais sliver. Tu es hospitalisé combien de temps? Alors normalement, je devais être hospitalisé un jour, puisqu'a priori c'est la grande nouvelle mode, que moi personnellement me terrifiait. Je voulais pas rester qu'un jour, je voulais rester plusieurs jours pour être sûr que tout se passe bien. Mais bon, voilà, on m'a dit un jour, j'avais pas le choix. Et en fin de compte, j'y suis resté 3 jours. D'accord. 3 jours, parce que j'ai eu des petites, enfin, je peux même pas dire des complications, mais ils préféraient me garder par acquis de conscience. Parce que le premier jour, ça a été super bien. Quelques heures après l'opération, je marchais déjà dans les couloirs, j'étais super nerveux, je voulais déjà m'en aller. Et puis le lendemain, ça s'est un peu compliqué. Donc on m'a remis sous perfusion et D'accord. on a préféré me garder un peu. Mais au bout de 3 jours, je suis rentré tout seul à la maison. Ne le faites pas. Je suis rentré en voiture tout seul à la maison. Alors, justement, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre, pour vous accompagner. Toutes les questions possibles et imaginables que vous posez aujourd'hui, que vous soyez en parcours pré-op ou en parcours post-op. Donc, tu rentres à la maison et là, à la maison, il se passe quoi? Est-ce que tu t'attendais à un retour comme ça? Est-ce que tu t'attendais à te sentir comme ça? Est-ce que tout a été facile à gérer? Il n'y a rien qui était facile au début. Ouais. Rien du tout. Bon, déjà, j'étais un bonhomme tout seul, donc rien que pour manger, moi, il n'est pas question que je m'épluche des légumes tous les jours, que je me fasse à manger tous les jours. Donc déjà, le premier problème, ça a été au supermarché. Bref. Et puis, non, il n'y avait rien. J'étais seul, donc j'avais des chats. Il fallait bien porter les sacs de litière. Comme je l'expliquais en off, le 5e jour après mon opération, moi, j'ai ma copropriété qui a sonné à ma porte pour me dire dites, votre jardin, il n'est pas tondu. Donc le 5e jour, j'ai tondu un clou. Oula. Donc non, il n'y avait rien qui était Ça, c'est pas tout à fait recommandé. Hein, Ah, mais c'est pas recommandé du tout. Le fait C'est pas de recommandé du travailler sur la zone abdominale. C'est pas recommandé du tout. C'est pour ça, voilà, il y a ce qui est recommandé et puis il y a la vie réelle. D'accord. Et malheureusement, c'est souvent deux choses diamétralement opposées. En tout cas, en ce qui me concerne, soyons clairs, moi je n'explique que mon parcours et pas forcément le bon. D'accord. Et cette difficulté, vous la ressentez? Tu la ressens, Cathy, sur les patients qui viennent te voir après? Il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questionnements, puisqu'il y a un tournant dans le parcours de vie et une évolution avec des inconnus. Bien sûr, durant la préparation, il y a un accompagnement nutritionnel et diététique. Après, il faut passer de la théorie à la pratique, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, on essaye d'anticiper avec les personnes un maximum de choses, peut-être d'organiser des courses ou de se faire livrer ou de commencer peut-être à préparer des plats ou à utiliser des plats du commerce. Après, chacun se prépare comme il l'entend, mais c'est vrai que moi, mon travail, c'est aussi d'aider la personne à se préparer, à prévoir des petits menus peut-être, d'avoir en stock un certain nombre de denrées pour pouvoir être au mieux au retour à la maison. Mais c'est vrai que je pense que je peux imaginer c'est un petit peu compliqué, puisque moi je propose aux patients toujours de me contacter si jamais il y a un souci. Et c'est vrai que pas mal de questions sur les premières semaines. Hein. C'est un gros changement, les manières de table sont différentes, les sensations sont différentes. Et que ce travail, même s'il a été initié au préalable, quand on passe sur scène, je pense qu'il y a un petit fossé. Et oui. Donc on n'y est pas, exactement. on ne sait pas. Exactement. La pratique et l'expérience
Tu as eu mal? C'est une question, voilà, est-ce qu'on a mal? Est-ce que tu as eu mal? Ça revient beaucoup, hein. Ça revient beaucoup. Je la vois beaucoup, cette question. Dire que c'est un parcours sans douleur, ce serait mentir. Oui, forcément, oui, j'ai eu mal. Mais pas tant que ça. Ou alors, le cerveau est tellement bien fait qu'on l'oublie rapidement par après. Ouais. Moi, c'était il y a 10 mois. Ouais, j'ai un petit peu galéré les premiers jours, oui, à l'hôpital. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont gardé plus longtemps que prévu. Mais non, moi j'avoue que j'ai eu un parcours sans faute et sans regret aucun, parce que justement, je n'ai eu quasi pas de douleur, sauf durant la période à l'hôpital, à la clinique. Mais par après, je n'ai eu aucun vomissement, moi, même pas une seule fois, en 10 mois. Je mange tout à fait naturellement. Après on apprend à vivre avec sa sleeve et avec son nouvel estomac. Au début, on ne connaît pas la fourchette de trop. Une fois qu'on a découvert ce que faisait notre fourchette de trop, on a une espèce de signal d'alarme dans le cerveau et on la porte à la bouche et tout d'un coup on se dit ah ben non, tout qu'on fait celle-là, ça va pas le faire. Et voilà, c'est un nouvel apprentissage en fait. On apprend tout ça. Alors, je vais rebondir et Cathy, je vais certainement très mal m'exprimer parce que je ne suis pas du tout une professionnelle. Essayez de traduire. Est-ce que c'est cette fourchette de trop qu'on avait régulièrement avant l'intervention et qui fait qu'on était considéré comme finalement quelqu'un d'hyperphage, hyperphagie, fourchette de trop. Est-ce que tu vois quelque chose là-dessus? Alors, le souci, c'est qu'avant, l'estomac étant d'une taille X, avec une capacité d'accueil généreuse, qui peut être très généreuse, avec une chirurgie bariatrique, en fait, le format de l'estomac est complètement différent, donc les sensations vont être différentes, et que notamment la satiété, le rassasiement sont des éléments qui sont pas forcément plus faciles, mais en tout cas, il y a des petits signaux qui permettent dans la mesure où on prend son temps, où on prend des petites bouchées, où on mastique ses aliments, cette espèce d'écoute de soi, chose que peut-être on ne faisait pas avant parce que manger, on le fait de manière automatique et comme la capacité d'accueil est généreuse, on peut mettre une certaine quantité, on y va. Et que dans le cadre d'une sleeve ou d'un bypass, eh bien effectivement, on ne peut plus. Il est comment aujourd'hui ton estomac? Il représente quoi? Mon estomac, il représente deux pots de petits Suisses. D'accord. C'est comme ça qu'il me l'a imagé quand je l'ai demandé. Deux pots de yaourt. Entre 1 et 2 pots de yaourt. D'accord. Voilà. Sachant que les quantités, au tout début, sont plutôt de l'ordre du tiers du pot de yaourt, du petit Suisse, voilà, voilà, le petit Suisse fait la journée, et qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, donc notamment dans le cadre de la sleeve, puisque Pat, c'est une sleeve que tu as eue, effectivement une évolution progressive, mais toujours en fonction de soi, c'est-à-dire que c'est pas à 6 mois on est à 1 pot de yaourt et demi ou à 7 mois on est à 2 pots de yaourt, ça dépend des personnes, ça dépend de ses propres sensations, et effectivement la cuillère de trop, la fourchette de trop est variable d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui au bout d'un mois sont quasiment à leur équivalent de pot de yaourt et puis qui petit à petit, après restent en plateau, et puis d'autres qui ont beaucoup plus de mal et que l'évolution se fait beaucoup plus progressivement. Je pense que ce qui est important, mais qu'on comprend relativement vite puisqu'il y a cette sensation de trop qui fait qu'on s'arrête et qu'on finit par connaître ses limites. En fait, c'est un nouvel apprentissage, c'est désapprendre ce que l'on pouvait faire avant et réapprendre une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de s'écouter. Je pense qu'il y a
le temps du repas, c'est un moment important en termes de calme, en termes de se poser, ce qui n'est pas toujours évident avec nos modes de vie. C'est vrai que si on est tendu, stressé, pressé, le repas va moins bien se passer. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, toi, tu disais que c'était encore quelque chose d'un peu compliqué parce que tu peux pas trop prendre le temps pour moult raisons. Non, j'ai 20 minutes pour manger le midi, donc c'est clair que tous les midis, je me rassois à mon bureau avec une sensation de lourdeur, avec aucune satisfaction d'avoir mangé ce que j'ai mangé de toute façon. Mais à partir du moment où on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Est-ce que tu sens à J plus 10 mois que peut-être ces démons que tu avais avant, c'est cette relation très difficile avec l'alimentation, tout ça s'est arrangé? À 98%. D'accord. Tu peux nous expliquer les 2%? Mais d'abord les 98, parce qu'ils sont aussi importants. Tu as raison, tu as raison. Ce qui est très curieux, et je pensais que c'était propre à moi, mais j'en ai discuté beaucoup autour de moi avec d'autres slivés, ce qui est très curieux, c'est que les goûts changent après la slive. Tu m'aurais donné un légume à manger avant ma slive, je peux t'assurer que on n'aurait pas été copains. C'est une évidence. Ne me regarde pas comme ça. Alors que maintenant, je ne vis que par les légumes et que pour les légumes, et je découvre les légumes anciens. Et enfin, c'est un plaisir, mais un plaisir comme si tu me filais une charlotte aux fraises ou un gâteau au chocolat. Pour moi, c'est la même chose. Et c'est à ça qu'on se rend compte que la slive change vraiment les goûts. C'est vrai que, indépendamment de cela, je suis devenu végétarien parce que c'est vrai que, comme beaucoup de slivés, la viande passe beaucoup moins bien. Donc c'est vrai que je suis devenu végétarien. Quand je parle d'être végétarien, c'est-à-dire que j'ai arrêté complètement la viande, c'est-à-dire tout ce qui est animal, mais pas tout ce qui est produit de la mer. Je continue à manger tout ce qui est poisson, tout ce qui est issu de la mer en fait, donc les coquillages, les fruits de mer, tout ce genre de choses-là. Et à cela, donc, je rajoute les produits laitiers pour avoir quand même encore des protéines, les œufs. Je me débrouille. C'est bien. Oui, je pense que c'est important, une fois l'intervention faite, de effectivement veiller à couvrir ses besoins, ce qui n'est pas toujours évident vu les quantités consommées, et que de tout un peu, effectivement, il y a quand même des aliments à privilégier, et notamment les protéines. Bon, bien sûr aussi les sucres lents, les glucides complexes, et puis les fibres. Et avec une chirurgie bariatrique, aucun aliment n'est interdit. Mis à part bémol sur les boissons gazeuses. Bien sûr. Et ça, c'est très important ce que tu dis, parce qu'on entend régulièrement. Alors, je ne sais pas si c'est normal, ou et tu vas peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus. Beaucoup de personnes qui se font opérer rentrent chez elles et sont omnibulées par les calories. Je pense qu'ils l'ont. Mais vraiment omnibulées. Ouais. Et est-ce que c'est parce vraiment... Parce qu'on a été omnibulés par ça toute notre vie. Et est-ce que c'est le premier débat quand tu rentres chez toi après une intervention? Non, parce que les besoins sont absolument pas couverts. Enfin, pendant au moins 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Les besoins, on a du mal à optimiser les apports. L'objectif, c'est effectivement de faire au mieux selon ses possibilités, donc de privilégier les protéines et les protéines de bonne qualité, mais pas que ça. Il faut aussi de l'énergie, mais les produits allégés, les produits à 0%, quels qu'ils soient, ne sont plus quelque chose à conseiller, puisque vu les quantités consommées, au contraire, on va aller chercher du beau, du bon, et du bon au goût, et du bon nutritionnellement parlant, c'est-à-dire du gustatif, parce que comme la quantité n'est plus là, on va être peut-être plus exigeant sur l'aspect gustatif, sur le fait de retravailler toutes ces sensations, les odeurs, la présentation, et le goût. Donc, effectivement, certains produits peuvent être un peu plus chers, mais comme
on a une quantité moindre. Je Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est toute la difficulté de faire évoluer ses goûts, ses appétences, et mais que spontanément, finalement, son corps nous dit des choses. Hein. Je crois que Bien sûr. à partir du moment où on est à l'écoute, il y a des choses qui passeront, comme dit Pat, des goûts qui peuvent changer, comme des goûts qui ne peuvent pas changer, des tolérances, des intolérances. Il n'y a pas d'aliment qui ne pourra plus jamais être consommé. En tout cas, on ne peut pas dire au départ cette personne ne va plus tolérer tel légume ou telle viande. Bien sûr, il y a certaines petites choses que l'on peut retrouver, mais après, chacun vit les choses différemment. C'est vrai qu'on retrouve malgré tout une plus grande attirance pour les légumes, pour les fruits, pour les produits de la mer qui sont d'une texture beaucoup plus facile à peut-être à aussi manger, la compréhension des et saveurs voilà. en bouche, Oui, l'importance ouais, des ouais. saveurs en bouche, plus que la quantité et la façon qu'on pouvait avoir de se remplir. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup entendu. On se remplit parce qu'on y trouve quelque chose, parce qu'on se réfugie et en même temps on se fait du mal. Oui. Et après une intervention, tu vas plus être dans le plaisir en bouche, dans... C'est ça? Moi, vers la fin, c'était essentiellement me remplir. Et comme ça coûtait cher, il fallait obligatoirement que ça soit tout ce qu'il y a de plus mauvais, parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Il est évident aussi que à partir du moment où on mange très peu, on fait d'énormes économies. Donc on peut se permettre aussi d'acheter des choses beaucoup plus de qualité. Mais tu sens la différence sur le ticket de caisse Mais c'est colossal. incroyable. Ouais. Moi, je ressortais toutes les semaines avec 120, 130 euros, mais il n'y avait pas un légume et il n'y avait pas un fruit dans mon caddie. C'était que des cochonneries, pour rester poli. Voilà. Mais on n'a pas parlé de mes 2% qui restent. J'ai dit 90%. On y va. Les 2% qui restent, c'est continuer à se faire plaisir. Parce qu'il y a la notion de plaisir dans la nourriture. Et moi, mon chirurgien m'a toujours dit, à tort ou à raison, tu ne seras plus jamais au régime. Ne pense plus régime. Change ta manière de t'alimenter, mais ne pense plus en régime. Donc, fais-toi plaisir. Mais que ça ne soit plus, que ça reste un plaisir. Et un plaisir, c'est quoi? C'est de temps en temps. Ponctuel. Voilà. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Et ça, c'est mes 2% à moi. Mais... Parce que mon meilleur ami a toujours été le sucre, et il est hors de question que j'abandonne mon meilleur ami. Même si je vais peut-être avoir les foudres de guerre sur moi, moi, j'ai toujours besoin d'un petit morceau, d'un biscuit, j'ai toujours besoin d'une note sucrée. D'une note sucrée. Moi, je suis un taré de M&M's, et ben voilà, moi, c'est des M&M's. Ce qui est génial en plus, parce que c'est super fractionnable, les M&M's. Donc voilà, ça, c'est mon 2% à moi. Et je pense que c'est important le fait de dire vous n'êtes plus au régime. Je pense que je suis complètement d'accord avec ton chirurgien. On dit bonsoir parce qu'on a des gens qui nous disent bonsoir. Bonsoir. Donc Bonsoir. On est ravis de vous retrouver. On va tout de suite poser vos questions. On va finir d'écouter Cathy sur ce point-là et on pose tout de suite vos questions. Et que le fait d'interdire quelque chose, de toute façon, ne peut que générer de la frustration, de la culpabilité, et que finalement, quand il n'y a pas d'interdit, finalement, on arrive à faire des choix. On est plus modéré. Voilà. Et surtout, à ne pas se sentir coupable d'eux. Et de peut-être être plus dans le mode dégustation, peut-être moins en quantité, mais de découvrir finalement les aliments que peut-être on mangeait. De meilleurs produits. Voilà. Moi, je n'allais jamais au marché. Moi, tous les dimanches, je vais faire mon marché. Avec mon cabaret, je rentre avec ma botte de poireaux sur mon cabaret. Bon, alors, on a une question de Laetitia. Bonsoir Laetitia. Je vais vous la poser à tous les deux. Je vais d'abord te demander ton avis et on demandera son avis à notre experte ce soir. Laetitia nous dit la sleeve en envoie. Qu'en pensez-vous? Ça n'aurait pas été pour moi. Non, toi, il fallait tellement que tu sois rassurée. Après, c'est une question de ressenti. Je ne juge pas. S'ils le font, c'est que c'est possible et que c'est sans danger. Moi, personnellement,
je vais leur dire une dernière fois, parce que je ne vais pas non plus m'amoindrir, mais j'ai toujours été une flippée, j'ai toujours été un paniqueur né. Tu me verrais monter dans un avion, tu comprendrais ce que c'est qu'une flippette. Bref, non, c'était pas pour moi. Non, non. Moi, il fallait que je reste, qu'on me surveille, que les infirmières viennent prendre ma température toutes les 2 heures. Il fallait qu'on me réveille la nuit. J'étais content avec ça. Que j'ai un suivi. Ouais, alors c'est vrai, en ambulatoire, on me l'a expliqué. Il y a un numéro de téléphone, on peut appeler l'infirmière 24 heures sur 24. Il y a des assises et ça a été correctement construit. Mais je le comprends d'autant plus. Mais on est quand même seul chez soi. Mais je le comprends d'autant plus que tu es seul. Donc et je en pense plus, que, voilà. Voilà. Et toi, t'en penses quoi de l'ambulatoire, de ces rétrécissements de durée? Je pense que c'est la tendance actuelle, hein, pour non seulement la chirurgie bariatrique, mais aussi de beaucoup de chirurgie. Le fait est que ça demande une préparation, un encadrement, un accompagnement de la personne. Et que si la personne ne le souhaite pas, il ne faut pas que ce soit une obligation. Maintenant, il y a des personnes qui sont tout à fait de bons candidats, ou en tout cas qui préfèrent être chez eux. Les délais d'hospitalisation se réduisent de plus en plus, et que la personne est beaucoup mieux chez elle que peut-être à l'hôpital, où le stress, où le milieu n'est pas forcément favorable en termes de vécu par la personne. Mais effectivement, ça demande un encadrement, une préparation et un plateau médico-technique qui puisse répondre avec un accompagnement téléphonique, une assistance. Du lien. Voilà. Et puis avec un état de santé, en tout cas en termes de maladies associées, peut-être trié sur le volet, mais des personnes qui n'ont pas forcément de complications, enfin de comorbidité auparavant. Moi, j'ai quand même peur que ça devienne la norme. Moi, à la clinique où j'ai été opéré, a priori, ils vont y venir, mais sans autre proposition. Ce sera de l'ambulatoire, point. C'est-à-dire, bonjour, je viens me faire opérer, j'ai le taxi qui attend devant la porte. Et ça me... Après, je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Les techniques chirurgicales ont beaucoup évolué, et que quand on parle de chirurgie minimale invasive par rapport au trocaronique ou les interventions sous célioscopie permettent de réduire les ouvertures, les douleurs, et maintenant je pense qu'on en est encore entre deux pour beaucoup de centres, mais je pense que certaines personnes seraient d'accord. Certains patients, voilà. Après, c'est du cas par cas, et il faut que l'équipe médicale, chirurgicale soit d'accord, que la personne soit d'accord. Après, c'est vraiment une préparation spécifique comme toute chirurgie ambulatoire. Alors, on aurait peut-être dû commencer par ça. L'ambulatoire. C'est quoi? C'est de la rapidité, c'est des interventions rapides. C'est quoi l'ambulatoire? C'est du profit pour les cliniques. C'est une chirurgie. On avait dit pas de politique. C'est une chirurgie d'une journée ou d'une nuit et d'une journée. C'est vraiment réduire le temps d'hospitalisation à la journée. Vous avez des interventions d'appendicite, d'ablation de la vésicule qui se font en ambulatoire. D'autres interventions d'orthopédie. Ou dans le cadre du sein, absolument. C'est une tendance, effectivement, pour les coûts de santé. Enfin, je pense que et puis les hôpitaux aussi. Et je reste convaincue que ça peut correspondre à une certaine typologie aujourd'hui de patients qui préfèrent peut-être se retrouver au milieu des leurs chez eux. Tu vois, il y a peut-être de ça. On va parler de 2 autres sujets. Et après, on reposera une question. L'activité physique et la modification de l'alimentation sont 2 données aujourd'hui qui sont parfaitement indissociables quand on a été opéré. Comment ça s'est passé pour toi? Tu étais un sportif. Tu pratiquais l'activité physique? Tu faisais un sport avant d'être opéré? À 161 kilos. Regarde. Tu marchais?
Le jeter de cuillère. C'est ça, c'est ça. D'accord. Non, Tu as des je grands ne biceps, faisais, ça. oui, je ne faisais strictement rien. D'accord. J'étais le sédentaire né, j'étais devant ma télé avec mon plat. Alors, j'ai jamais été un grignoteur, mais j'étais ce qu'on appelle un hyperphage, c'est-à-dire que je ne mangeais quasi qu'une fois par jour, mais si tu rentrais chez moi, tu aurais pu penser que j'attendais une équipe de foot, quoi. D'accord. Sauf que c'était pour moi tout seul. T'envoyais. Voilà, Mm. voilà, j'envoyais du lourd. Hein. T'envoyais du lourd. Donc, non, aucun sport avant. Il faut réapprendre tout. C'est vrai qu'au début, tout est compliqué, parce que déjà, on est faible par l'opération, et en plus, on vous dit qu'il faut reprendre le sport. Donc, déjà, il y a quelque chose qui ne colle pas l'un avec l'autre, parce que c'est vrai qu'au début, on se sent hyper faible. J'avais la tête qui tournait. Enfin, je pense que on a tous connu ça. Mais au fur et à mesure qu'on reprend des forces, et surtout qu'on perd du poids, on a une espèce de notion de se dire qu'on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire avant. Et donc, il y a la curiosité qui joue. D'accord. Moi, j'ai commencé à faire plein de choses en me disant, je peux faire ça ou je peux pas le faire. D'accord. Et je me lançais des défis. Alors, c'était des trucs vraiment tout bêtes, mais voilà, c'était... moi, avant, pour aller faire les courses, j'étais obligé de m'arrêter plusieurs fois dans le supermarché, parce que j'avais de telles douleurs dans le dos que je n'arrivais plus à avancer. Eh bien, après mon opération, j'ai commencé à me garer le plus loin possible de la porte du supermarché. Ah, oui. Parce que je savais qu'avant, c'était pas possible. Donc, chaque bêtise devient un défi. Et forcément, à chaque fois, on est super heureux parce qu'on le remporte haut la main. Bien sûr. Et ça commence comme ça. Alors, je peux pas dire non plus que je suis un bon élève. Hein. Je fais pas énormément de sport, mais il y a un ascenseur, il y a un escalier. Je prends l'escalier. Et en plus, je le fais en courant. Il y a plein de choses comme ça. J'ai pas beaucoup de temps. Mais je crois pas que ce soit une histoire de quantité en un coup. Je crois que surtout, c'est des nouvelles habitudes ancrées au quotidien. Et c'est petit à petit. Et puis, c'est un petit peu plus chaque jour. Bien sûr. Et alors, tu m'arrêtes aussi là si je dis une ânerie, mais l'OMS, on n'est pas à une histoire de 30 minutes d'activité physique par jour. Je crois qu'on est à peu près à ça. Après, bon, il y a activité physique et activité sportive. Hein, et je pense qu'au début, on est plus sur une activité physique, une reprise de la marche. Et puis petit à petit, effectivement, de découvrir qu'on peut faire plein de choses, qu'on peut monter un escalier sans arriver en haut essoufflé, que l'ascenseur, on le regarde de moins en moins, que peut-être effectivement le corps a plus envie de bouger aussi. C'est qu'il y a cette espèce de poids qui s'en va petit à petit. Donc plus de facilité à bouger, plus de facilité à se mobiliser, moins de douleur. Et puis ce plaisir de redécouvrir son corps qui bouge plus facilement sans réfléchir à 3 fois avant de sortir de chez soi. Et l'activité physique est de toute façon recommandée. Et au début, on est plutôt sur de la marche que sur des... Oui, c'est ça. Voilà, après, c'est le chirurgien qui, avec la personne, conseille ou enfin donne le feu vert pour reprendre une activité sportive. C'est vrai que l'activité sportive, elle peut recouvrir énormément de disciplines et je pense qu'il faut trouver aussi son sport ou son activité physique qui peut être de la marche. Mais on n'est rapide, pas obligé d'aller vers quelque chose d'hyper violent. Non, c'est pas l'idée. Il faut trouver l'activité qui nous convient, essayer peut-être différentes choses. Maintenant, il y a énormément de propositions d'activités sportives, mais déjà la marche. C'est le plaisir de faire bouger son corps tous les jours et puis quand de marcher de plus en plus vite et de plus en plus loin. Et ça va me faire rebondir sur le sujet qu'on va aborder et qui, je crois, vous touche beaucoup, qui est l'estime de soi et le fait de ne plus se sentir seul et isolé. Ce que j'aime bien dans la marche, c'est que j'ai l'impression que c'est la seule activité physique qui nous permet d'être avec des copains, d'être accompagnés, de partager, d'échanger, de communiquer. Voilà, on n'est pas seul, on peut aller à son rythme, mais surtout on peut partager. Et dans les grandes souffrances que j'ai cru comprendre aussi à travers
cet état d'obèse, c'est l'estime de soi, c'est cette profonde solitude, c'est cette peut-être détestation qu'on a de soi-même. Un peu peut-être. Voilà. T'en es où toi aujourd'hui? J'avais plus aucune vie sociale. Ma vie sociale se résumait à... Si, des amis, j'en ai toujours eu, mais c'était à la maison. C'était à la maison, c'était parce que je bougeais plus à 161 kilos, mais chaque pas... En fait, je peux résumer aussi le bienfait de la sleeve dans le fait de ne plus calculer. Moi, tout était calculé. J'allais jusqu'à calculer le nombre de pas que je devais faire pour aller d'un point A à un point B. Ça en était arrivé à ça. Calculer les achats, par exemple les chaussures, prendre des chaussures avec des scratchs pour ne plus faire mes lacets. Et en fait, l'après-sleeve, c'est se rendre compte que on fait les choses naturellement. Le nombre de fois où je me suis tout d'un coup arrêté en me disant « Ah, je marche C'est... Et je pense que on a une capacité d'adaptation en fait à la souffrance, à la douleur, on contourne, on trouve des stratégies de remplacement, et que finalement quand le poids se réduit, on redécouvre les gestes du quotidien qu'on ne pouvait plus faire et qu'on ne faisait plus, parce qu'on avait mis en place d'autres solutions alternatives, effectivement les chaussures à scratch. Tout le monde connaît ça. Voilà. Et que finalement, c'est cette réouverture et cette redécouverte de soi et le fait que on se dit quand même j'y suis arrivée, j'ai fait ça, et que chaque jour est une découverte. Et moi, je voudrais quand même parler des associations de patients qui sont vraiment extrêmement importantes de mon point de vue, parce que il y a le côté professionnel, mais il y a le côté vécu de la personne. Et je pense que de partager tout ce qu'on a pu, ce que les patients ont pu traverser. Et je pense notamment à une association en particulier, et je la chéris dans mon corps, dans mon cœur. Tu peux la citer, cette association. Pour information juste, Cathy qui est avec nous ce soir officie à l'Institut Mutualiste Montsouris, était auparavant à l'hôpital Antoine Béclair. Et je te laisse citer cette association que tu chéris tant, que nous connaissons bien ici aussi. Donc, qui s'appelle Les Poids Plumes, et vraiment avec une présidente qui est très active et qui accompagne énormément les patients, que ce soit durant la préparation, durant la phase d'hospitalisation et durant le suivi. Parce qu'effectivement, cette association et d'autres associations également, c'est pas la seule. Et je pense que toutes ont un objectif commun, c'est d'accompagner la personne qui souffre de son obésité avec des remises en forme, des activités sportives, des ateliers estime de soi, coaching. Et je pense que ça fait partie de la reconstruction. Sophrologie aussi, j'ai vu plein de choses. Et surtout, toujours cette notion de partage. Et d'échange, et de dire on n'est pas tout seul dans... Et jamais de jugement. Jamais. Oui, il faut saluer les associations qui font vraiment un boulot formidable. Dernier point qu'on va aborder ce soir, c'est une question qui aussi revient de manière très récurrente, la chirurgie réparatrice. Alors, aujourd'hui tu te sens bien, tu te sens mieux, tu te regardes dans une glace, Oui, mais pas forcément avec un bonheur total. Je le disais tout à l'heure, je n'aimais pas ce que je voyais quand j'étais obèse, je n'aime pas plus ce que je vois actuellement. Mais d'un autre côté, je suis quand même heureux de la manière dont je suis là, soyons clairs. C'est pas négatif. En fait, c'est ça qui est curieux. C'est que quand on est obèse, tout est négatif et en plus on ne s'aime pas. Quand on est l'après-slivé, tout va bien, sauf le corps qu'on aimerait évidemment différent. Moi, je dégouline de partout. Comme je le disais dans un de mes articles sur le blog, j'ai l'impression d'être une vieille bougie bon marché de chez Lidl qui dégouline de partout. C'est exactement ce que je suis. Voilà, il y a un coup de vent avec mes bras, je vais m'envoler. Je vous parle même pas de l'état au niveau de la poitrine, du ventre, du pubis, des cuisses. Enfin, il n'y a pas un endroit où ça
Il n'y a pas Ça de dégouline pas dans tous les sens. Mais peu importe, pour moi, c'est une normalité dans la continuité. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je sais que ça sera un passage parce que je veux continuer, donc je veux faire de la chirurgie réparatrice. D'accord, donc ça c'est la prochaine étape. Voilà. Donc là tu démarres ton parcours de chirurgie. Voilà, j'ai un premier rendez-vous dans pas très longtemps, d'ailleurs dans 3 semaines, 1 mois, Ouais. où là on va commencer à discuter, parce qu'évidemment ça ne fera que 11 mois, non, ça fera 1 an en avril. J'ai été opéré le 25 avril 2016, donc ça ne fera qu'1 an. Je suis encore en perte de poids, je ne suis pas encore stabilisé, donc normalement je ne devrais pas encore être opéré. D'accord. Mais mon chirurgien m'a dit que c'était déjà bien de commencer un petit peu à entreprendre les démarches, à prendre des avis, à voir ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. D'accord. Ce que je peux me payer, ce que je ne pourrais pas me payer. Enfin voilà. Oui, ce qui est pris en charge, ce qui ne l'est pas. Voilà. D'accord. D'accord. Il y a des règles par rapport, Cathy, à la chirurgie réparatrice. Il y a une histoire de temps, de délai, de quantité de poids perdu, d'objectifs atteints, je ne sais pas du tout. Alors, Comment ça effectivement, fonctionne ? la chirurgie réparatrice ne se fait pas immédiatement après la chirurgie et que c'est plutôt 2 ans après la chirurgie, mais qu'effectivement, on peut commencer à faire un état des lieux au bout d'1 an. Après, tout dépend des chirurgiens qui proposent cette chirurgie réparatrice, mais en principe, oui, c'est 1 an et demi, 2 ans après. Tout le monde n'est pas obligé, n'a pas forcément envie de tout faire. Donc après, ça c'est vraiment à évaluer avec la personne. Et bien sûr, une fois que le poids est stabilisé, je pense que ça c'est une des premières choses. Après, peut rentrer en ligne de compte la perte de poids, effectivement, et que sur des indices de masse corporelle qui restent encore un petit peu élevés, le chirurgien préfère attendre. D'accord. Donc c'est vraiment une évaluation au cas par cas. D'accord, on n'est pas là encore, comme beaucoup de gens auraient pu le penser à une époque, la sleeve, baguette magique, Non. la serait. chirurgie réparatrice, Non. baguette magique. Et D'accord. c'est un parcours, et effectivement, ce parcours est long finalement, entre le début où on pousse la porte du chirurgien ou du médecin nutritionniste pour demander de l'aide, et le moment où la reconstruction a eu lieu et fini. Il se passe quand même un certain nombre d'années, et que c'est un sacré parcours. C'est très long. C'est très long. Voilà. C'est pour ça aussi il faut dire aux personnes qui nous disent tu as choisi la facilité, qui se tombent vraiment du tout au tout. Parce que ça, on entend souvent. Oh bah, t'as choisi la sleeve, t'as choisi la facilité, t'aurais dû faire du sport, t'aurais dû faire régime. Déjà, à partir d'un certain poids, les régimes, on peut oublier parce qu'ils ne fonctionneront jamais. Et puis, non. Quand on choisit la sleeve ou quand on choisit le bypass, on ne choisit pas la facilité. On choisit justement un travail de très longue haleine et pour lequel on va en baver. Mais on va en baver avec tellement de positifs de l'autre côté qu'à la limite on s'en fout qu'on en bave. Voilà. Je comprends ce que tu dis. C'est comme pour nous les femmes, quand on a des bébés, l'accouchement est jamais sympathique. Et après, voilà. Mais en même temps, ça reste bien. Et puis, je pense qu'il y a une préparation qui est importante. Fondamentale. C'est pas quelque chose qui se décide comme ça du jour au lendemain, et qu'il y a un parcours avec un certain nombre de choses à faire, de préparation au niveau nutritionnel, au niveau psychologique, parce que ça c'est une partie extrêmement importante, de nutrition également, de changer peut-être déjà certaines choses, ou en tout cas d'avoir conscience qu'il y a des choses qui vont être modifiées, qui vont se modifier, et d'accepter d'opérer ces changements. Quand on consomme une certaine quantité ou un certain type d'aliments ou de boissons, eh bien effectivement, il y a quelques contraintes inhérentes à la chirurgie, à la taille de l'estomac, pour la sleeve, et du bypass également. Si on arrive à la chirurgie en se disant je verrai plus tard, je pense que c'est pas une bonne démarche. Voilà. Et effectivement, ça demande plus ou moins de temps en fonction de chacun, en fonction des événements de vie de chacun, de l'histoire de chacun, de l'histoire du poids.
et de tout ce qu'il y a avec Chaque cas est unique. Exactement. Chaque patient est unique. Exactement. Chaque cas est unique. Et tu nous disais en off quelque chose de très important. Il n'existe pas de règle pour pouvoir prétendre à une chirurgie d'obésité. J'entends par une règle, il n'y a pas un discours type à tenir auprès des professionnels pour pouvoir prétendre à cette intervention. Et tu dis il faut rester soi-même. Tout à fait. C'est très important. De par mon blog, j'ai des personnes qui m'ont contacté. Rappelle l'adresse de ton blog. Alors mon blog c'est Sleeve Chronique, alors en un mot, sleeve et chronique au pluriel, .canalblog.com. Et donc j'ai des gens qui m'ont contacté pour me demander ce qu'ils devaient dire ou ce qu'ils ne devaient pas dire. Face aux psychiatres, face aux nutritionnistes notamment, parce que c'est les deux personnes avec lesquelles on discute le plus. Au début, j'étais très étonné de ce type de questions, parce que j'y avais pas songé moi-même, en fait, j'y avais été un peu la fleur au fusil. Voilà, je devais y passer, on allait discuter, et puis voilà, mais je me suis jamais demandé ce que je devais dire ou ce que je devais pas dire. Et puis après... Non, on sent bien dans ce que tu peux nous dire que tu n'es pas un calculateur. Ah non, moi je suis cash, il n'y a pas de problème. Ça nous va très bien. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit, oui, j'aurais peut-être pu dire des choses qui auraient peut-être freiné, ou ce genre de choses-là. C'est possible, mais moi en tout cas, ça s'est bien passé parce que j'ai parlé avec mon cœur et j'ai parlé avec ce que je ressentais, et je pense que c'est ça que vous devez faire. Et ne pas calculer, surtout ne calculez pas, parce que ça peut avoir de graves répercussions si vous cachez des choses, ce genre de choses-là. Je pense qu'il faut être nature et montrer surtout qu'on veut. Je pense que c'est surtout ça, c'est la motivation. Elle est beaucoup prise en compte. Je trouve ça magnifique, je trouverais ça presque magnifique en mot de la fin, parce que je pense que c'est ce que tu ressens aussi toi avec tes patients. Quand tu dis il faut parler avec son cœur, c'est vraiment une sincérité tout au long du parcours. Il faut être sincère, il faut être soi-même. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Voilà, je crois que c'est... On a toujours été que l'ombre de nous-mêmes. Donc au bout d'un moment, quand on décide de pousser la porte du chirurgien, c'est pour une nouvelle vie. Donc autant se libérer de tout ce qu'on était auparavant. Donc, ouais. Du fardeau. Ouais. Ouais. Est-ce que tu ressens dans ces patients que tu vois, toi, J+10 mois, J+1 an et demi, J+2 ans, une modification complète dans leur comportement alimentaire, dans leur estime de soi, dans leur vie sociale? Est-ce que tu rencontres des gens qui n'étaient pas bien et qui sont rayonnants aujourd'hui, qui ont complètement changé de vie, qui ont... Alors, il y a différentes situations. C'est vrai que la plupart du temps, effectivement, on parle de renaissance, de renouveau, de changement de direction. La vie peut amener de belles surprises, mais peut également aussi amener de mauvaises surprises. Peut-être parce qu'on a trop misé sur cette intervention et que cette intervention ne règle pas tout. C'est-à-dire que on rentre dans un parcours avec un certain nombre de bagages en positif et en négatif, et que bien à un moment donné, après l'intervention, le chemin continue, et qu'on retrouve ces bagages à la sortie. Et je pense que si on a des difficultés, il faut absolument en parler et se faire aider par rapport à ces difficultés. Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de... Je dis coucou aux gens qui nous disent. De positif. Coucou Clarisse, coucou Corinne. De sourire et d'épanouissement qui font plaisir, en tout cas moi en tant que professionnel, qui sont une preuve de... mais que c'est pas gagné, c'est-à-dire que tu as raison de le dire. On est sur ce qu'on pourrait appeler une lune de miel, mais je ne sais pas si c'est le mot juste. En tout cas, on voit bien que sur la première année, où c'est là où la perte de poids se fait de manière la plus importante, il y a un moment, le poids va se stabiliser. Donc comment est-ce qu'on va gérer la stabilisation de son poids? Est-ce que cette perte de poids nous satisfait, ou est-ce qu'on veut aller plus loin? Comment on vit cette perte de poids aussi?
et que le suivi après l'intervention, tout comme avant il y avait un parcours, je pense qu'il y a un suivi, et j'aurais tendance à dire le suivi à vie, parce que effectivement on a tous et toutes nos événements de vie qui font que parfois on a plus besoin. Alors peut-être que c'est plus le chirurgien, la diététicienne, le nutritionniste, le psychologue dont on a besoin à différents moments de son parcours, mais que ce suivi me semble essentiel. Oui, tout n'est pas rose, soyons clairs. De toute façon, je crois que le suivi est devenu quelque chose de complètement obligatoire, que tout ce parcours préopératoire et post-opératoire, le suivi du patient, l'accompagnement du patient, et le fait que le patient aussi doive honorer les rendez-vous pour lesquels il s'est engagé avant l'intervention, je crois que tout ça est véritablement cadré par la HAS, c'est ça qui est là. Alors, théoriquement, on dit suivi à vie. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui déménagent, qui partent, qui s'éloignent de l'équipe chirurgicale. Je pense que c'est important d'avoir malgré tout des interlocuteurs à des moments où on a plus besoin. Et c'est pas uniquement pour dire on va bien, tout va bien. C'est aussi pour dire je vais pas bien. Là, j'ai des difficultés. Que ce soit parce qu'on a changé de travail, on a changé de vie, d'environnement, ou que sur le plan nutritionnel, on a plus de difficultés parce qu'on se rend compte que nos petits démons sont en train de revenir. Et que Comment j'ai tu les as pas encore, Simon? Ils reviennent, tes petits démons? Non, parce que j'en avais tellement auparavant, maintenant ils sont tellement... Infime. Ils sont tellement infimes, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, il me faut mon petit gâteau, il me faut, il me faut une note sucrée. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et encore, dans les notes sucrées, j'essaie encore de faire attention. Par exemple, le premier été, ça a été des Mr Freeze. J'avais posé la question à mon chirurgien, et en fait, un Mr Freeze, c'est glacé, mais ça reste de l'eau avec un peu de sucre et du colorant. Oui. Donc, et ça dure longtemps, parce qu'on le suçote comme un imbécile devant la télé, et donc ça dure longtemps. Donc, voilà, c'est des plaisirs comme ça maintenant. D'accord. Mais non. Avant, les démons d'un obèse, c'est t'avaler un gâteau de 8 personnes tout seul. Non, avec deux cookies sur la journée, c'est bon, quoi. Oui, et puis ce tous les jours. Ce côté plaisir, en fait. Je voilà. pense que de garder le plaisir de certaines petites choses, que ce soit du salé ou du sucré, je veux dire. Ah oui, moi je suis sucré, il y en a d'autres qui sont salés. Il n'y a pas de profil type sucré ou salé. Je veux me voir. Plus de sucré ou de salé. Chacun a ses attirances, ses appétences, et il n'y a pas un profil type. Des personnes qui souffrent d'obésité, il y a plusieurs profils. On ne peut pas dire tous les patients qui ont une obésité sont comme ci, comme ça, hyperphages ou grignoteurs, ou les deux. C'est vrai qu'il y a des tendances. Hyperphage, rappelle la définition. Alors, hyperphages sont des personnes qui en général consomment des grandes quantités d'aliments et qui... on peut avoir des hyperphages qui sont aussi grignoteurs, parce qu'on peut être hyperphage pendant les repas, mais aussi hyperphage entre les repas. Mais tout le monde n'a pas le même profil alimentaire. Chaque patient est unique. Voilà. Et après aussi. Et après aussi, absolument. Mais tout le monde a droit à son petit bonheur. Exactement. On est d'accord. Bon, écoutez, émission très touchante. Live très touchant, comme en tout cas nous l'avons rêvé, nous Goût de Santé. On le voulait empli de sincérité, sans langue de bois. On le voulait avec des pros, on le voulait sans jugement. On le voulait un peu dynamique, un peu drôle, un peu vrai, quoi, comme dans la vraie vie. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez d'ores et déjà vous dire que mes deux marraines et parrains de cette première reviendront. D'abord, Pat, moi je veux absolument te voir après ta chirurgie réparatrice. Et nous verrons en plein été. On n'y est pas encore, mais en tout cas... Sur une plage abandonnée. Oui, voilà. Bien sûr. Voilà. Nu avec des algues. C'est ça. Cathy, mille merci. Tu es vraiment une référence dans le domaine.
très apprécié, toujours à dire les choses de manière imagée. Voilà, c'est toujours clair, c'est sympathique, il n'y a pas de jugement. Et voilà, c'est important aussi pour les patients que de se sentir en confiance avec des professionnels. J'espère que ça vous aura plu. Vous allez pouvoir revoir ce live sur notre page Facebook. Et je peux d'ores et déjà vous confirmer qu'on se retrouve le mois prochain avec une émission qui sera un petit peu plus teintée cette fois-ci, chirurgie à proprement parler. Voilà. À très bientôt. J'espère que ça vous a plu et merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.